Alors, bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce webinaire dédié sur les mutuelles et sociétés d'assurance et on va voir ensemble comment améliorer la qualité de service perçu pour fidéliser. Alors, donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné par Laurent. Laurent, je te laisse te présenter. Eh bien, bonjour à tous. Donc, Laurent Rubin, moi, je suis responsable de l'équipe avant-vente chez Locante. Je suis chez Locante depuis 5 ans maintenant, avec un passé, une bonne vingtaine d'années dans la relation client. Alors, merci Laurent. Donc Frédéric Canevet, je suis product manager chez Eloquent pour la partie bot, mais je gère aussi de nombreux projets digitaux. Alors au sommaire de cette présentation, vous allez voir qu'on a prévu pas mal de choses pour vous. Alors un petit rappel au début pour ceux qui ne connaisseraient pas Eloquent, ce qu'on fait. On verra ensuite quels sont les principaux challenges de la rentrée, en particulier sur le secteur mutuel assurance. Et ensuite, on va voir ensemble une petite dizaine de solutions, d'idées pour tout simplement améliorer la qualité perçue au centre de contact, mais également avoir des collaborateurs plus engagés. On verra la saisonnalité, l'automatisation des appels, la digitalisation des appels, la visio-assistance, les campagnes d'appels proactives, la publication d'avis, mais également l'engagement des collaborateurs. Nous finirons bien entendu par une session de questions-réponses et nous serons à votre entière disposition. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore Eloquent, nous sommes éditeurs de solutions de centre de contact et de feedback management. Donc, premier métier, premier pilier, tout ce qui est gestion des interactions omnicanales, donc téléphone, chat, email, callbot, chatbot, etc., etc., avec une intégration avec les systèmes d'information, que ce soit du Salesforce, du Dynamics, etc., du FIC, en particulier FIC CRM. On dispose également d'un autre pilier, un autre pilier de notre activité, ce sont les enquêtes de satisfaction omnicanal, enquêtes clients et collaborateurs, avec le monitoring du parcours client et bien entendu la publication d'avis dont on vous parlera tout à l'heure. Ces solutions peuvent être achetées de manière globale, donc un seul pack complet, ou alors de manière unitaire, c'est-à-dire qu'on peut se contenter d'avoir les enquêtes de satisfaction ou la solution de centre de contact. Alors Eloquent, donc ça fait plus de 20 ans qu'on travaille dans le domaine de la relation client, presque autant que Laurent a d'expérience. Et on a 3 sites en Europe, Grenoble, Paris et en Allemagne. On est plus de 120. Donc au niveau du centre de contact, on gère plus de 450 millions d'interactions par an. Et au niveau des enquêtes de satisfaction, on est à plus de 150 millions d'enquêtes envoyées par année. Donc on a plus de 320 clients, etc. Alors, au niveau des mutuelles assurances, je pense que vous reconnaissez un petit peu les logos de vos confrères. Donc, la Massif, la MNT, Solimut, Mutami, Mutualité Française, MAE, etc. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de reprendre des exemples, alors qui sont chez nos clients de manière anonymisée, ou alors des fois quand on est nous-mêmes clients, puisque moi je suis client, par exemple, de la MAE, et ben en fait, je vous montrerai des exemples qu'on a vécu nous en tant que clients et qui sont aussi utilisés par nos propres solutions. Donc, c'est assez intéressant de se retrouver des deux côtés du miroir, à la fois en fournisseur, mais également en client. Alors, justement, on va commencer par les enjeux clés de la rentrée, en particulier dans le secteur des mutuelles et assurances. Alors, je vais aller assez vite sur cette partie-là parce que je pense que vous les connaissez comme moi. Donc, la première partie, c'est la volatilité plus forte des clients, en particulier dans le domaine des assurances. Pour les particuliers, la résiliation en 3 clics. La réforme de la protection sociale complémentaire dans l'administration qui ouvre quand même plus de marchés et qui va faire entrer de la concurrence. Il y a aussi une concentration du marché, une émergence de nouveaux acteurs digital native, à la fois digital native côté client, mais également digital native du côté des fournisseurs qui n'ont pas d'historique, pas de legacy et qui vraiment repartent de zéro. Sans parler bien sûr de la partie budget plus tendue à la fois pour les adhérents, compte tenu en fait du contexte économique, mais également pour vous. Je sais que les budgets ne sont pas forcément faciles à défendre dans les services clients. Donc, la nécessité pour nous, qui vient bien sûr à cela, c'est de fidéliser ses clients, maîtriser les coûts et répondre présent lors des moments clés. Alors, bien sûr, la fidélisation se travaille beaucoup sur la qualité perçue. La première partie pour travailler la qualité perçue, c'est les produits et les services. C'est la simple question qui est, est-ce que j'en ai pour mon argent? Et le but, en fait, c'est de dire, voilà, lorsqu'on souscrit à un contrat d'assurance, un contrat de mutuelle, il faut que la personne se dise, OK, je ne paye pas beaucoup plus cher ou un petit peu moins cher que les autres. Bref, il faut que j'en ai pour mon argent et quand j'ai un problème, il faut que la société soit là.
L'autre point, et c'est sur lequel on va faire un focus ce matin, c'est la relation client et en particulier le service client, parce que le service client intervient souvent à des moments clés, des moments de vérité, et il joue un rôle fort dans l'expérience client, à la fois dans tout ce qui est temps d'attente, l'écoute, etc. Et ça a été confirmé par de nombreuses études, en particulier l'étude et le service client de l'année qui dit que pour 94% des personnes, la qualité de leur relation client a une influence globale sur l'image de l'entreprise. Et ensuite, en cas de déception par rapport à la qualité de la relation client, eh ben en fait, la personne pourrait changer de fournisseur ou interrompre son abonnement à près de 90%. Et à 91%, la qualité de la relation client influence la décision d'achat ou de réachat. Bref, une bonne expérience client permet d'avoir plus de fidélité à 74%. Voilà. Donc, ça, c'était quelques chiffres. En même temps, il y a des multiples canaux qui arrivent. On voit le téléphone qui se maintient toujours, le click-to-call, les emails, etc., etc. Bref, il y a énormément de canaux à utiliser. Et le but, en fait, c'est de savoir quand utiliser les bons canaux et quand mettre du relationnel, quand mettre de l'humain au bon moment. Et cela, on va distinguer 4 types d'interactions. Et moi, je vous invite à classer les interactions que vous avez dans votre centre de contact et dans votre entreprise entre les interactions polluantes, c'est-à-dire des interactions qui sont non destinées, des erreurs d'aiguillage, les demandes qui ont déjà été effectuées. Donc ça, il faut essayer de les réduire, les filtrer, voire les supprimer. Des interactions à faible valeur ajoutée ou en cas de débordement, par exemple en pic d'appel, ça peut être du FAQ, la réponse à des demandes génériques, la digitalisation des appels, le self-care. Là, en fait, on a toute légitimité à utiliser du bot, de FAQ, du SVI visuel qu'on verra après. En revanche, il y a certaines interactions qui nécessitent vraiment de la valeur ajoutée. Et ça, il faut absolument conserver l'humain au cœur de ces interactions. Et c'est par exemple les réclamations sensibles, l'escalade, les demandes hors procédure, etc., etc. Des urgences. Et lié à cela, et on verra ça à la fin de la présentation, c'est aussi développer les interactions génératrices de valeur et d'émotion. Par exemple, c'est le rappel des proactifs, c'est des actions anti-churn, c'est des actions qui sont faites pour créer un effet waouh qui va véritablement transformer des simples clients en fans. Voilà. Donc ça, c'est la théorie. Et bien entendu, votre objectif à vous pour la rentrée, c'est essayer de répondre aux attentes des clients, avoir des collaborateurs engagés, fluidifier le parcours client et maîtriser tous ses coûts. Et pour cela, en fait, on va commencer par une première brique et un premier cas de figure, c'est tout simplement les saisonnalités. Et ça, en fait, on le sait que dans le domaine des mutuelles assurances, il y a de la saisonnalité. On ne parlera pas, bien entendu, de tout ce qui est tempête, etc. On parlera plutôt d'événements heureux, comme par exemple la rentrée. Et c'est vrai que la rentrée scolaire ou l'établissement des cartes de tir pliant, c'est un vrai sujet. Je te laisse peut-être en parler un petit peu, Laurent. Exactement, merci Frédéric. En fait, tout simplement, cet aspect de limitation de l'impact des pics d'appel, il répond parfaitement à des soucis de joignabilité. Le but, c'est de proposer des services joignables pour les moments qui sont plutôt à valeur ajoutée. Donc, le principe, c'est bien d'anticiper les pics d'appel. Alors, il y a des moments qui sont prévisibles et puis des moments qui sont plus impromptu. Donc, dans ce cas-là, il faut essayer de driver les appels pour gérer peut-être ce qui a plus de valeur, donc tout ce qui va être souscription, donc pour des augmentations, par exemple, de chiffre d'affaires, et tout ce qui va être urgence, par exemple, sur des dépôts de sinistres par rapport au reste. Donc, ce qu'on propose et ce qu'on peut imaginer là-dessus, c'est que pour éviter qu'il y ait une perturbation, une pollution des appels et des interactions vis-à-vis des flux qui sont non valeur ajoutée, qu'on puisse informer ou avoir des moments de proactivité, donc via par exemple des envois de SMS et des emails, pour que les personnes puissent retrouver les éléments plutôt qu'ils appellent directement les services clients. Donc ça, c'est l'exemple, je pense, Frédéric, que tu as en tant que client de la MAE, ou Exactement. pour un besoin d'attestation, plutôt que de laisser Frédéric appeler le service de la MAE, on va lui proposer, on va anticiper sa demande et lui proposer des liens pour qu'il puisse faire ça en toute autonomie. Et ça, je l'ai vraiment utilisé puisqu'en fait, j'ai reçu juste avant la rentrée scolaire et ça m'a permis de faire le dossier pour l'école. Et du coup, l'intérêt indirect sur le centre de contact, c'est qu'il y a une charge de traitement plus lisse. Donc, on va éviter justement tout ce qui va être saisonnalité. Par exemple, là, dans ce cas-là, la carte de tir payant qui intervient en principe au début de l'année. On va essayer d'éviter que les personnes appellent de façon massive sur le centre de contact. Et on va les éduquer, bien sûr, à ce qu'ils puissent utiliser des outils de self-care, qui puissent être autonomes pour aller chercher leurs informations. Deuxième use case qu'on a imaginé, c'était autour de l'omnicanalité. Donc là, on a vu tout à l'heure que les clients
Les assurés, ils savent manipuler plusieurs canaux. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse proposer, alors dans un premier temps, déjà, à la personne de choisir ses horaires, de choisir en fait le canal sur lequel il souhaite être contacté. Dans l'exemple qu'on a ici, on a un exemple sur un site où on va proposer à la personne d'être recontactée plutôt que ce soit elle qui appelle le service client, toujours dans un esprit de garder un flux disponible pour les agents et pour les clients et pour les appels à valeur ajoutée. Donc, on va proposer un service de callback. On peut faire précéder ce service de callback avec des éléments de contexte qui vont permettre derrière au service client de trouver le bon interlocuteur, agent compétent et disponible pour pouvoir répondre à la sollicitation. Donc, l'agent va pouvoir prendre connaissance du contexte avant de rappeler son client, et ce qui va optimiser en fait l'efficience en fait de l'appel par rapport à la demande. Donc, on est vraiment à la fois dans une omnicanalité parce que la personne va pouvoir choisir son canal. On le propose sous forme de callback, mais ça pourrait être d'autres canaux et également tout ce qui va être joignabilité. Ouais. Et c'est vrai que, comme tu le disais, on peut planifier ça pendant des créneaux où ils sont plus calmes, le fameux dos de chameau que l'on connaît dans tous les centres de contact. Exactement. Alors, un autre point après, je crois que c'est la digitalisation des appels, c'est ça? Et alors oui, c'est juste après la Première étape. digitalisation. C'est la première étape. Le principe ici, c'est de privilégier les canaux froids plutôt que les canaux chauds, puisque les canaux chauds, donc le téléphone et le chat, donc les canaux instantanés, demandent des ressources de façon instantanée, et on va essayer de réorienter des demandes, notamment celles qui sont à plus faible valeur ajoutée, vers des canaux sur lesquels on va avoir quelque chose qui va permettre encore une fois de lisser la charge et d'optimiser les temps de traitement. Donc, on va utiliser typiquement soit des formulaires de contact web, soit du mail, avec peut-être des points qui vont permettre aussi d'avoir des parcours alternatifs pour gérer son cas en toute autonomie, plutôt que les personnes sollicitent de façon instantanée et sous pression le centre de contact. Ah, et c'est vrai qu'on a le cas de figure comme ça de certains de nos clients qui nous disent, bah voilà, lors de certaines périodes de l'année, hop, le chat, il est mis de côté, ou même s'il y a un petit peu trop d'appels, le chat est désactivé parce qu'on sait que le chat, finalement, c'est assez qualitatif, mais parfois, ça prend plus de temps à traiter qu'un appel téléphonique parce que la personne n'est pas derrière son écran, elle part à droite, à gauche, etc. Et donc, en fait, cette simplicité à dire, tiens, je mets tant d'agents sur tel canal, ou je privilégie tel canal, hein, tu l'as dit, un message dans le SVI, etc., permet de gagner fortement en efficacité. Alors justement, on arrivait sur la partie digitalisation des appels. En fait, on le voit bien, lorsqu'il y a des pics d'appels, et là, on verra juste après le cas avec AG2R La Mondiale, en fait, ce qui se passe, c'est que il y a certains moments où, en particulier lors de, par exemple, l'édition des cartes de tiers payants, etc., en fait, on n'a pas la possibilité de répondre de manière qualitative à tout le monde. Donc, l'objectif, c'est de dire, voilà, on va pouvoir traiter certaines demandes, non pas au téléphone, mais on va favoriser, en fait, l'utilisation de l'extranet ou du self-care avec en fait une interface plutôt web. Alors le principe en fait c'est très simple. On a en fait le SVI, le serveur vocal interactif où la personne va appeler. On pourra choisir dans une branche ou une typologie d'appel, par exemple la demande de carte de tir payant, de dire tiens, quand on est en pic d'appel, à ce moment-là, pour cette demande-là, on va soit imposer l'usage du SVI visuel, soit on va le proposer. L'imposer, c'est quoi? L'imposer, c'est que dès que j'ai une carte de tir payant, on dit pour cette demande-là, vous allez recevoir un SMS qui vous permettra de vous connecter à votre espace client et vous pourrez faire directement votre demande. Le but, en fait, c'est que la personne réussisse à le faire en self-care. Si elle n'y arrive pas, elle retourne en fait dans la boucle avec un simple bouton où elle va cliquer en dire tiens, j'ai pas réussi à retrouver ma carte de tir payant ou je n'ai pas réussi à me connecter. Je veux quand même parler à un conseiller, un agent. Et à ce moment-là, en fait, il va dépasser tout le monde dans la file d'attente et il va arriver sur le bon motif d'appel, sur la bonne campagne, avec bien sûr une priorisation, ce qui fait qu'il va éviter d'attendre trop longtemps au téléphone. Donc l'objectif tout simplement, c'est de faire utiliser et d'éduquer les clients sur l'extranet client, en particulier si on a un extranet qui est performant et peu utilisé, et surtout il y a des demandes qui sont plus intéressantes à être traitées en self-care via le web, quand il faut taper des numéros, des choses comme ça, plutôt que le traiter en vocal.
Là, on a un bon petit cas d'usage que je vous ai mis ici. Alors, vous avez la vidéo YouTube que vous pourrez consulter après, mais un bon cas d'usage qui a été fait en fait avec AG2R La Mondiale justement sur cette cas ce cas de pic d'appel pour les cartes de tiers payants. Et en fait, l'objectif, c'est de traiter les appels, de simplifier le self-care. Et parfois, en fait, c'est compliqué d'avoir tous ces données-là, par exemple avec un bot. Et en fait, ils se sont rendus compte que finalement, ça absorbait quasiment 50%, 55% des appels. Il y avait certes 45% des gens qui rappellent quand même, mais c'était comme 55% des personnes qui étaient capables de se débrouiller seules. Et bien sûr, grâce à cette méthode-là, on soulage le centre de contact et on se traite vraiment les demandes qui sont un petit peu complexes et bien sûr, on éduque les personnes à utiliser le self-care. Alors ça, c'était la partie un peu traditionnelle avec de l'écrit. Ce qui est intéressant également, c'est d'automatiser une partie des appels avec un callbot qui va pouvoir traiter de manière vraiment beaucoup plus simple, de manière orale, les demandes des clients. L'intérêt, c'est tout simplement de se dire que au téléphone, on a quand même plus de simplicité à parler que tout simplement de taper des choses sur un clavier de téléphone ou alors d'aller sur un site internet parce qu'on sait qu'il y a une partie des gens, en particulier les seniors, les gens qui ne sont pas habitués à l'informatique, qui sont un petit peu allergiques à tout ce qui est digital. Et en fait, avec le bot, ils vont pouvoir continuer à utiliser la voix pour discuter et faire leurs demandes. Alors le but, en fait, c'est un petit peu la même chose qu'on a vu précédemment, c'est essayer d'automatiser des tâches à faible valeur ajoutée ou des tâches récurrentes ou des tâches en fait qui ne nécessitent pas un traitement humain. Notre intérêt, c'est d'offrir un service minimum 24 heures sur 24. Moi, je le vois bien, je suis client de ma mutuelle et c'est vrai que quand j'ai manqué de créneau, je crois que ça ferme à 18 heures, quand le créneau de 18 heures est fini, je dois attendre le lendemain ou envoyer un message vers mon extranet alors que j'aurais bien aimé avoir quelqu'un au téléphone. Avec un bot, on peut très bien ouvrir 24 heures sur 24, laisser un message qui sera transcrit en version texte avec l'audio qui est également envoyé. Et ça, on peut l'envoyer soit dans le CRM, soit envoyé par email pour un traitement par les conseillers. Mais bien sûr, ce service minimum 24/24, ça peut être également de la FAQ, c'est-à-dire que si je veux savoir où obtenir mes garanties, quand est-ce que je peux faire telle demande, si le bot en fait est éduqué pour cela, il va pouvoir répondre à ces demandes simples et génériques 24 heures sur 24 et offrir ce premier niveau de service qui permet de ne pas dire désolé, on est fermé, rappelez-nous demain. Alors, comment ça fonctionne? C'est extrêmement simple. Le principe, c'est d'aller au centre de contact et se dire, voilà, quelles sont les typologies d'appels? On les a vues tout à l'heure, les 4 typologies d'appels, les appels polluants, les appels automatisés, les appels qui nécessitent un contact humain et les appels qui vont créer de l'émotion. Et en fait, on essaie d'estimer généralement entre 5, 10, 15, parfois 20%. 20%, c'est vraiment quand il n'y a pas eu de gros efforts qui ont été faits sur l'automatisation. Et en fait, on peut se dire, il y a 5, 10, 15, 20% qui peuvent en fait être automatisés. À ce moment-là, on va entraîner l'intelligence artificielle à répondre à ces demandes génériques ou demandes de traitement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir traiter, par exemple, une demande de sinistre, on va pouvoir traiter une demande d'envoi de cartes de mutuelle, etc., etc. Donc là, on va ensuite l'intégrer au SVI. Donc, soit en amont, et à ce moment-là, on va faire de la qualification. C'est-à-dire que la personne va dire, j'appelle pour telle chose. Et en fait, on va le router vers la bonne personne avec un taux de routage qui est bien meilleur que celui du SVI parce que les gens, parfois, ils se retrouvent un peu coincés. Ils ont appuyé sur 1, sur 2, sur 3. Puis après, les choix ne répondent pas du tout à leurs attentes. Et soit ils tapent n'importe quoi, soit ils raccrochent, soit ils essayent d'avoir quelqu'un en tapant quoi que ce soit. Ils arrivent sur des mauvaises personnes. Donc, le but, vraiment, c'est de rerouter parfaitement les personnes. Bien sûr, c'est également améliorer le taux de réponse et faire un suivi parce qu'un bot, ça s'éduque et ça permet de s'améliorer. Et plus on améliore les réponses, plus les clients sont satisfaits. On peut donc faire un callbot qui va donc répondre aux demandes et traiter les demandes et dire tiens, c'est telle chose. Ou tout simplement un SVI langage naturel qui va en fait faire un routage directement. Alors, quand on peut mettre en place un bot? Généralement, un bot est rentable dès que l'on peut traiter sans appel automatisé par jour. Et là, en fait, ça remplace 1 à 2 conseillers. Et bien sûr, c'est ça qui fait la rentabilité. Donc, il y a aussi des demandes simples, sans valeur ajoutée, des demandes en partie clic-bouton. Alors, je vous ai mis une petite vidéo que vous pourrez consulter un petit peu plus tard. C'est celle de Tanguy Vincent qui travaille chez AG2R et qui nous a donné son retour d'expérience sur la mise en place d'un chatbot, d'un callbot dans un centre de contact.
Je vous mets ici un autre cas pratique. Un autre cas pratique, en fait, c'est la mutuelle qui s'appelle MGEN, qui tout simplement avait besoin en fait d'améliorer l'expérience client au centre de contact. L'objectif, en fait, c'est faire un routage, c'est-à-dire que le client, au lieu de taper bien sûr sur son clavier toutes ces informations, il dit son problème et c'est le bot en fait qui va directement transférer l'appel, donc réduire les appels livrés au mauvais service et essayer de faire un traitement un peu plus self-care 24 heures sur 24. Donc le challenge, c'était bien sûr traiter les volumes d'appels, reprendre les informations de contexte, les marques, les noms des produits, les demandes, et au final, ça vous a fait un SVI langage naturel avec un routage aux agents selon le besoin. D'ailleurs, vous pourrez le tester. Il suffit d'appeler le 3676 et vous verrez, le bot va vous dire qu'est-ce que vous voulez. Et après, vous êtes routé directement vers la bonne file d'attente avec les bons conseillers. Alors, souvent, en fait, la question qui arrive, c'est est-ce que vous gérez ChatGPT? Alors, c'est vrai que ChatGPT est un outil vraiment très intéressant parce qu'il a vraiment une meilleure compréhension que la plupart des moteurs actuels sur les demandes des clients. Il est capable de faire des synthèses, il est capable, en fait, d'apprendre quand même de manière semi-automatisé. Il y a quand même un système d'apprentissage guidé. L'apprentissage guidé, on doit l'aider au départ, mais il y a quand même un effort qui est moindre par rapport à un système où on doit créer toutes les questions-réponses manuellement et pas automatiquement. Là, il est capable en fait de répondre à pas mal de demandes à partir d'une base de connaissances. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On peut comme ça répondre à des demandes vraiment très simples. On peut gérer des contextes, etc., etc. Donc c'est un moteur qui est vraiment très intéressant. Pour l'instant, il y a quelques limites. Et ces limites, elles sont en passe d'être résolues. Tout d'abord, le risque de réponse non appropriée et non standardisée. Alors là, en fait, on travaille bien sûr pour faire de la supervision et du filtrage, c'est-à-dire que on va pouvoir un petit peu dompter ChatGPT et pas le laisser dire tout ce qu'il veut. On dit, tiens, quand il y a telle demande, tu vas répondre plutôt telle chose. Donc, on a quand même cette possibilité-là qui est vraiment intéressante. Ensuite, vous savez comme moi, actuellement, ChatGPT, c'est surtout en fait un référentiel public. Il n'y a pas en fait de données privées. Ou alors, il faut utiliser en fait des API ou des choses un peu compliquées. Ce qui est bien, c'est que désormais, avec la version Open Azure AI, qui est en cours de déploiement par Microsoft, en fait, on pourra très simplement, très rapidement, récupérer vos FAQ, des PDF, des FAQ sur un site web, et en fait, les faire absorber par ChatGPT. Et ainsi, vous aurez des réponses qui vont être privées uniquement pour vous, avec un serveur hébergé en France, avec des données qui ne sont pas partagées. Et vous pourrez comme ça, en fait, directement réaliser des FAQ liés à vos clients. Alors, bien entendu, il y a aussi quelques petits soucis techniques tels que le temps de réponse et des choses comme ça. Ça, bien entendu, avec OpenAI, Azure OpenAI, ça a été en réduction et c'est devenu quasiment du temps réel comme les autres bots. On a aussi la possibilité d'adapter les réponses pour l'oral. On est aussi sur un tarif qui est un peu plus intéressant que le ChatGPT classique et on va pouvoir personnaliser le STT. Donc vraiment, on arrive sur des choses qui sont assez sympathiques avec OpenAI. Et attention au chat GPT dans la gorge quand même. Oui, c'est le chat dans la gorge. Donc en fait, voilà, donc cet Microsoft, cet hébergement avec Microsoft Azure OpenAI va véritablement pouvoir libérer toute la puissance de ChatGPT avec des données en France, des données privatisées. Et ça, bien entendu, on travaille dessus cet été et on vous donne rendez-vous à la rentrée pour vous montrer nos premiers résultats. Si vous voulez un petit peu vous amuser entre-temps, on a mis en place une petite maquette de démonstration que vous pouvez appeler au 09 70 26 56 45. Par exemple, vous pouvez demander qui est Emmanuel Macron, qui est Georges Pompidou, qui est Jacques Chirac. Enfin bref, vous pouvez lui demander des choses et puis il va vous faire une petite réponse qui est plutôt oralisée, qui est pas très écrite. Et après, bien entendu, vous pouvez aussi lui demander de l'aide sur des logiciels un peu grand public parce que pour l'instant, il n'est pas privatisé. Par exemple, tiens, comme j'ai plus de son avec mon logiciel Zoom qu'on est en train d'utiliser, j'ai plus de son avec mon logiciel Teams, il peut vous proposer une réponse. Et s'il propose une première réponse qui convient pas, vous pouvez dire ah non, ça marche pas. Est-ce que tu as une autre solution? Et il va vous proposer une deuxième solution. Voilà. Donc, en tout cas, c'est pour vous dire que on est en train de travailler sur cette version ChatGPT OpenAI pour des callbots et des chatbots et que ça sera très bientôt disponible. Alors maintenant, on va passer à un peu plus d'humain et on va parler en fait de la visio-assistance qui est pour nous, et on le voit chez nos clients, une véritable machine à générer du waouh. Alors Laurent, je te laisse peut-être en parler, ce qui me laissera le temps de reposer ma voix.
Va prendre un petit verre d'eau. Oui, une machine à waouh, c'est pas qu'une machine à waouh, ça sert aussi, c'est aussi utile. Ça répond en fait à des enjeux, et on en a parlé tout à l'heure, d'humanisation de la relation client, et également, il y a un sujet autour de la rentabilité. Donc, l'intérêt de la visio-assistance, c'est donc de donner des yeux aux agents, hein, de pouvoir montrer des choses qui sont difficilement perceptibles par téléphone ou par un contact écrit, éviter des déplacements, améliorer la résolution au premier appel. Donc ça, c'est l'enjeu principal autour du ROI, hein, sur ces les use cases, en tout cas, qui se portent sur la visio-assistance. Et puis pour le client, l'intérêt aussi, c'est d'éviter d'expliquer avec ces mots qui sont pas forcément les mêmes que celui de l'agent. Donc tout le monde peut se comprendre après avec une vidéo. Donc c'est plus simple et tout le monde a un smartphone maintenant pour filmer différentes choses. Donc le client peut se déplacer, peut filmer alors soit son sinistre, soit son problème et tout passe par la visio pardon et vue à la fois de l'agent, mais qui peut être également l'agent qui va montrer des choses à son contact, à son client, à son assuré. Et moi, j'ai été justement, j'ai eu un dégât des eaux il y a pas très longtemps et j'ai eu le plaisir d'avoir une expertise à distance en visio et je peux vous assurer que c'est vraiment pratique parce que j'ai pu montrer que le parquet avait été un petit peu abîmé, j'ai pu montrer tous les éléments et c'est vraiment très pratique et ça a permis de faire une visio expertise en une semaine et très rapidement et avec une simplicité que je n'imaginais pas. Donc, comment justement l'intégrer? Donc, l'intégration, c'est un nouveau canal au centre de contact. Donc là, on peut imaginer que le centre de contact existe et ce qu'on va lui rajouter, c'est juste une branche. Alors, peut-être pas à tout le monde, à des personnes qui sont choisies, sélectionnées qui sont plutôt efficientes justement pour traiter ce type de canal. Donc, ça nécessite une formation des agents, hein. C'est un canal qui est un peu à part. C'est pas de la relation en tant que telle. Alors après, on peut faire de la visio ou la visioconférence. Là, c'est pas dans ce spectre-là que quand vous montrez ces slides. Donc, c'est plutôt sur filmer quelque chose, avoir annoté des choses, pouvoir s'utiliser la vidéo ou des photos issues de la vidéo pour en termes de preuves ou en termes d'expertise. Donc l'expertise, c'est le vrai sujet autour de la visio-assistance. Le ROI, ce qu'on estime, c'est qu'autour de 3 expertises par jour, il est rentable et très intéressant de se pencher sur ces cas de visio-assistance. Alors comment ça marche? Tout simplement, le client conserve sa façon habituelle d'appeler les services clients. Donc il appelle par téléphone à un agent et puis l'agent peut proposer de démarrer une session à côté de la session de téléphone avec son contact. Donc, pour ça, il va lui envoyer soit un SMS, soit un email avec un lien qui va permettre de démarrer via une interface de smartphone ou directement sur le PC, peu importe, une session de vidéo. Et donc, la personne, à la fois, continue son appel téléphonique avec l'agent, mais également, la session vidéo se monte entre l'agent et le contact. Ah, t'es coupé. Le son. On vous a mis ici un petit cas pratique avec la société Eurexo, qui en fait tout simplement utilise la assistance pour des visio-expertises. L'objectif pour eux, il est simple, vous le connaissez, réduire les déplacements pour les petits sinistres. Là, on le voit bien. On a un autre client dans le domaine des assurances qui s'appelle Stellion, qui met également ça en place et qui nous dit clairement, à partir d'un certain montant, il faut absolument avoir quelqu'un qui se déplace, un expert, etc. Mais pour les petits sinistres, finalement, c'est beaucoup plus intéressant de faire une visio-assistance pour réduire les déplacements, traiter les demandes simples, réduire bien sûr l'empreinte écologique, hein. Ça, c'est une tendance qui est vraiment de plus en plus réclamée chez nos clients, la partie RSE. Donc la solution, en fait, comme tu l'as dit, Laurent, ils ont équipé certains experts sédentaires, équipés de la visio-assistance, avec un système de rendez-vous qui a été planifié avec des délais. Et bien sûr, si le délai en fait dépasse, il y a des alertes qui sont envoyées en disant tiens, finalement votre rendez-vous va être décalé parce que ceci, parce que c'est là. Bon, généralement, ils prévoient quand même une petite marge de sécurité entre les rendez-vous. Donc en fait, ce qui est essentiel, et ça c'est ce qu'on voit en fait sur le terrain, c'est qu'il faut véritablement utiliser des relances à la fois par email et par SMS, parce qu'autrement le client il sera pas disponible au moment de la visio-expertise. Et ça c'est vraiment une bonne pratique qu'on le revoit chez les clients. Il faut pas hésiter à surcommuniquer. Par exemple, envoyer un email un jour
ou deux avant, envoyer un SMS le jour avant, envoyer un SMS quelques minutes après, parce qu'autrement, si l'agent commence à appeler la personne et la personne a été faire autre chose qu'elle a oublié, ben elle va attendre, elle va rappeler, et ça vraiment décale le planning. Donc cet aspect communication est vraiment important. Comme tu disais, Laurent aussi, on peut faire de la géolocalisation et de l'horodatage des photos en disant bah tiens, c'est bon, on a pris la photo à tel endroit avec tel sinistre, etc., etc. Le résultat en fait chez Orexo a été simple, hein, l'augmentation de la satisfaction des clients. On le voit, la visio-assistance, c'est vraiment une machine à waouh, en particulier lorsqu'on fait de la visio-assistance spontanée, c'est-à-dire que la personne, elle est au téléphone, elle fait part de son problème, l'agent lui dit ah bah attendez, on peut faire une expertise tout de suite où je prends des photos, etc. Et là tout de suite la personne dit ah oui, vraiment vous pouvez faire ça, et on est vraiment sur une machine à waouh. Donc grosso modo, ils font plus de 500 visio-expertises par mois, donc vous voyez, c'est pas un nombre énorme, et pourtant en fait c'est très rentable, et ils ont économisé 300 en moyenne, hein, 375 heures par mois et 15 000 kilomètres. Voilà, donc c'est pour des exemples. Alors, là, maintenant, on va parler un petit peu plus de proactivité. Et là, on va essayer de vous mettre en exemple les campagnes d'appel proactif pour chouchouter les clients. Le principe, en fait, et là, en fait, ben, je vous ai mis en lien en vidéo YouTube le témoignage, le retour d'expérience de la société Prévoir, qui, en fait, a pour objectif en fait, de revoir un petit peu l'image du service client et de ramener un peu plus de qualité perçue. Leur principe, c'est tout simplement que le service client est vraiment au cœur de la relation client et doit être là pour créer du relationnel et que les gens se sentent privilégiés, qui se disent oui, voilà, je compte pour eux, je ne suis pas juste un abonnement qui est reconduit chaque année. Donc, l'objectif, en fait, c'est qu'ils analysent dans le parcours client, en fait, des points de fragilité ou des points où on peut créer un effet waouh. Et pour eux, en particulier, c'est au début de la relation, c'est à la fin de la relation, et on verra pourquoi à la fin de la relation juste après, mais également chouchouter quelques clients clés, en particulier les clients VIP qui sont les agents d'assurance. Et tout simplement, ce qu'ils font, c'est qu'ils lancent en fait des campagnes dans la solution de centre de contact, et après, en fait, tout simplement, ben, ils vont lancer des campagnes de réactivation, de bienvenue, etc., etc. Et en fait, ce qu'ils constatent, c'est que quand l'entretien est mené et que le message, même rien qu'un message est déposé, ben, chez Prévoir, ils augmentent de 6% la fidélité. 6 points d'ailleurs, je crois que c'est 6 points, pas 6%. Alors, je vous ai mis en fait deux campagnes, il y en a plusieurs, mais je vais vous montrer celle-là qui a été présentée par les personnes de Prévoir. La première, c'est l'appel de bienvenue. C'est un appel un petit peu cocooning, quelques mois après la souscription pour rassurer le client, mais avec comme, entre guillemets, prétexte, valider ses coordonnées. L'objectif, en fait, c'est d'améliorer l'image perçue du centre de contact et être un petit peu proactif et que la personne dise, ah oui, même si j'ai pas de sinistre, même si j'ai pas de problème, même si j'ai pas de problème avec mon assurance, ben, ils sont là, ils s'occupent de moi, je peux poser des questions, je suis rassuré. Oui, ils sont là au quotidien, ils sont là pour m'accompagner. Deuxième exemple, en fait, c'est leur campagne en fait Ballet TNS. Là, en fait, c'est sur des clients qui sont très courtisés. C'est tout ce qui est agent d'assurance, etc. Qui, en fait, ben, sont des personnes qui sont courtisées par beaucoup de sociétés. Leur objectif, c'est d'appeler les gens qui sont passés au travers des mailles du filet des appels de bienvenue. L'objectif, c'est de dire, tiens, OK, il y a des gens qu'on n'a jamais appelés. Et à ce moment-là, en fait, ils vont travailler le discours sur qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, etc., détection de besoins, d'opportunités, etc. Là, en fait, le but, en fait, c'est de voir comment ils peuvent être complémentaires avec le système classique des agents d'assurance terrain. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment un chantier qui est le travail en cours, qu'ils ont en cours. Alors, maintenant, on va voir un autre point qu'on a mis ensemble, c'est la publication d'avis, parce qu'on sait très bien que les clients satisfaits de maintenant seront les prospects de demain. Ça, c'est une chose dont on est vraiment convaincu, c'est de se dire, voilà, c'est important de gérer les avis. Alors, Laurent, moi, j'en suis convaincu, mais pourquoi faut-il faire un focus justement sur ces avis clients? Eh bien, tout simplement, puisqu'on s'aperçoit en fait qu'il y a toute une population. Alors déjà, c'est dans l'air du temps, hein, c'est-à-dire de confier et de se renseigner avant de souscrire à telle ou telle offre et d'aller voir telle ou telle marque. Donc il y a toute une vague autour de la confiance qui se traduit par la consultation des notes, donc toute la partie e-réputation autour des différentes offres des différentes marques. Alors si on s'en occupe pas, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, quand on a un espace Google, par exemple, on va retrouver des gens qui vont plutôt prodiguer leur mécontentement, c'est-à-dire que c'est tout ce qu'on va appeler des avis non sollicités, parce qu'il y a des faits marquants qui se sont passés, qui ont produit un mécontentement, et les personnes vont s'exprimer, vont se lâcher directement sur les différentes pages, au détriment des personnes qui sont contentes et qui vont pas forcément s'exprimer. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir capter et rééquilibrer en fait
tous ces avis-là en sollicitant les personnes qui sont contentes et en les incitant à déposer un avis. Donc, on est vraiment dans ce spectre e-réputation, souci de NPS et de CSAT autour des différentes marques et offres. Ce qu'on propose et ce qu'on permet de faire, c'est de proposer justement dans une phase d'enquête de satisfaction, proposer aux clients tout simplement de continuer leur parcours autour de la prise de satisfaction pour aller sur une publication d'avis sur les sites fédérateurs. Donc aujourd'hui, on travaille avec 2 marques essentielles qui sont Trustpilot et Google. Donc ça peut être tout autre chose, mais l'idée, c'est de pouvoir vraiment prendre en charge les avis des clients dans une phase sollicitée, plutôt que de laisser les avis non sollicités se propager sur le web. Ce qu'on propose donc, c'est la possibilité de prendre l'interaction. Donc, ça peut être après une interaction avec un service client, avec un conseiller lors d'un rendez-vous physique. On peut proposer d'envoyer une enquête, alors soit un SMS conversationnel, soit un SMS avec lien, soit une enquête par mail, soit des enquêtes qui peuvent être réalisées directement sur le site web sous forme de pop-up. Donc, on va prendre l'avis du contact et derrière, on va dérouler une publication, la possibilité donc d'avoir le consentement de la personne pour qu'elle publie son avis directement sur les sites fédérateurs. On a une petite vidéo qui vous présente sous 30 secondes comment ça se déroule. Donc là, je prends un avis. Donc là, je suis sur un avis mail, sur une enquête mail. Je vais arriver sur la formulation de mon avis, alors là, je suis dans un mauvais exemple, c'est plutôt le mécontent, mais en tout cas, ça marche dans les 2 sens. Donc la personne va pouvoir s'exprimer et tout de suite après, on va lui proposer de dérouler son avis, de reprendre son avis pour le publier sur le site. Là, en l'occurrence, on est sur Google. Donc la publication, en un clic, on va reprendre le commentaire de l'enquête que la personne peut éventuellement modifier et on va réorienter aussi, ça c'est important, l'avis sur le bon site, la bonne agence, le bon endroit plutôt que laisser les personnes s'exprimer par exemple sur le siège alors qu'elles ont quelque chose à dire en positif ou en négatif sur une agence. Donc on leur tient la main pour qu'elles puissent adresser vraiment leur publication au bon endroit. Donc Trustpilot, Google, on peut avoir un autre mécanisme pour publier les avis qui va être par exemple directement intégré sur le site web des différentes marques. Donc on peut prévoir un widget qui va être intégré à un endroit, par exemple, quand on présente l'agence de Grenoble, on va pouvoir aller lister les avis qui dépendent de l'agence de Grenoble. Donc là, directement imputé sur le site web de la marque dans l'agence de Grenoble. Donc, on peut avoir ces 3 possibilités-là aujourd'hui pour publier les avis. Petite question qui nous pose, qui est posée par le chat, qui nous dit: est-ce que c'est possible avec Trustpilot? C'est exactement ce que tu as présenté, Laurent. Je te laisse peut-être en dire 2 mots. Exactement. Donc, ça fait partie de l'intégration. Alors, une différence entre Google et Trustpilot, c'est que dans le cas de Trustpilot et d'autres d'ailleurs, donc on a bien ce déroulé. Donc, on va pouvoir, derrière l'enquête de satisfaction, avoir un environnement Trustpilot sur lequel la personne va pouvoir déposer son avis. La différence avec Google, c'est qu'on va pas pouvoir reprendre le verbatim qui a été déposé dans l'enquête pour des questions de référencement par Google. En gros, si Google s'aperçoit qu'il y a plusieurs duplications d'avis sur le web, elle va déréférencer les sites, ce que bien sûr Trustpilot et les autres sites fédérateurs ne cherchent pas à avoir. Donc, on va proposer de nouveau à la personne de s'exprimer sans copier le texte de Google. Donc, ce que Google, bien sûr, ne fait pas à lui, il le fait aux autres. Alors, on a quasiment terminé notre webinaire, on a pris un petit peu de retard. On voulait quand même terminer par quelque chose qui est important, c'est l'importance de l'engagement des collaborateurs et l'importance des agents au centre de contact pour justement améliorer cette qualité perçue. Et pour cela, en fait, on va vous présenter ce qu'on appelle le module Bravo chez nous. C'est un module, en fait, qui est là pour vraiment inciter les agents du centre de contact à être orientés clients et à vraiment mettre en avant et valoriser les actions positives. En fait,
Pourquoi on a développé ce module-là? Parce que tout simplement, lorsque les clients appellent au service client, c'est avant tout pour résoudre des problèmes et généralement, ils sont pas contents. Donc bien sûr, on a les enquêtes de satisfaction post-appel, mais c'est surtout en fait utilisé pour détecter l'insatisfaction, faire du coaching, détecter les mauvaises pratiques. En fait, on est vraiment là pour un petit peu en correction. Voilà. Certes, il y a des sélections qui sont faites par les managers, par direction relations clients, l'expérience client, mais c'est quand même un système qui est un petit peu sur la partie négative. On parle de carottes et de bâtons. On voit souvent plus ce qui ne va pas plutôt que les 90-95% des choses qui vont très bien. Et l'autre point, c'est que l'agent du centre de contact, il a beau avoir des clients qui sont très contents au téléphone, etc., etc. Et ben en fait, il n'a pas vraiment un retour client sur la qualité de son travail. Nous, notre objectif avec ce module Bravo, c'est redonner du sens au métier du collaborateur et montrer en fait qu'après une interaction, une conversation téléphonique, et ben en fait, les gens sont contents. Et c'est vrai que ça remonte le moral quand on a quelqu'un qui nous dit bravo, merci, je suis super content. Quand on a des journées difficiles et qu'on a quelqu'un qui nous dit bravo, merci, qu'on le félicite, waouh, c'est quand même vraiment plus intéressant et ça remotive et ça vraiment remet du baume au cœur. Et en plus, ça permet d'avoir une nouvelle relation à trois entre le manager, le collaborateur et le client. Parce que comme ça, le collaborateur peut dire regarde, je fais des choses intéressantes. Le manager dit ah oui, je vois bien, etc., etc. Donc, ça permet vraiment de mettre le client au centre et de faire entrer encore plus la voix du client. Donc, en fait, c'est une solution qui donne la possibilité au client de féliciter l'agent lorsqu'il a fait une bonne réponse. Alors, c'est bien sûr l'entreprise qui choisit le niveau de réponse. Est-ce que c'est 5 étoiles? Est-ce que c'est 4 étoiles? Voilà. Et donc, en fait, c'est un simple paramétrage. Et donc, une fois qu'on a fait ça, qu'on a un client qui a donné une bonne note, et tout simplement, c'est le client qui choisit, lorsqu'il renseigne l'enquête de satisfaction, s'il peut décider de féliciter l'agent. Et à ce moment-là, c'est le client qui remercie et qui félicite directement le conseiller et son travail est effectué et valorisé quasi en temps réel. Les avantages, c'est que ça vraiment génère un renforcement positif des comportements. Je l'expliquerai juste après. Le conseiller va directement le résultat de ses actions, peut en parler à ses collègues, peut montrer le résultat de son travail et c'est automatique. Aucun filtrage n'est effectué par l'entreprise. Et d'ailleurs, je vous dirais que ce module-là a été récompensé la semaine dernière par 2 récompenses, les Cador assurance, tout ce qui est SAV support client, mais également le prix spécial du jury. Alors le but, comme je le disais, c'est de faire en sorte qu'il y ait des récompenses cumulatives. Alors, je ne vais pas aller très loin et vous rappeler l'expérience de Pavlov, mais en fait c'est simple, c'est se dire que si on a des récompenses qui sont éloignées, c'est-à-dire que si tous les mois on dit au conseiller ah c'est bien, tu as bien fait le travail, regarde il y a 3 verbatims, etc. Et ben en fait il va mettre plus de temps à changer d'attitude. Par contre, si très régulièrement on lui dit tiens, tu as bien fait une chose, tu as bien fait ça, tu as bien fait ça, et ben tout simplement, il y aura une progression qui sera beaucoup plus forte. Donc l'intérêt, tout simplement, c'est de montrer que la récompense immédiate du client qui récompense le client sur son attitude va avoir plus d'impact sur sa motivation et son engagement. Et ça, en fait, tout simplement, ça permet d'avoir des collaborateurs qui sont plus engagés et plus orientés clients. Alors, de manière concrète, Laurent, je te laisse peut-être montrer ce qu'on fait avec ce module Bravo. Eh ben, volontiers. Alors, juste pour revenir, moi, je suis assez sensible justement à ce module parce que les métiers de conseiller et notamment dans les centres de contact sont des métiers difficiles. On parlait d'énormément de turnover sur ces populations-là, sachant que c'est des gens qu'il faut former au préalable. Donc, il y a une montée en compétences qui peut être plus ou moins longue. Donc, c'est très intéressant de leur envoyer des compliments, là où, comme tu le disais, Frédéric, hein, on a souvent des déceptions ou des choses à partager qui sont plutôt négatives. Et là, le fait qu'il y a des demandes ou des sollicitations positives directes de la part des clients, c'est quelque chose, comme tu disais, qui mettent vraiment du baume au cœur et qui permettent de pérenniser un peu le métier. Donc, c'est des choses qui sont assez novatrices, mais qui sont très intéressantes, notamment vis-à-vis de ces populations. Et bon, pour entrer plus dans le plus factuel, tout simplement, on reste dans le monde des enquêtes. Donc, ce qu'on va proposer, c'est peut-être à l'issue d'une interaction, que ce soit de la voix, du mail, l'écrit, enfin, peu importe, ou un traitement de tâche. Donc, à l'issue de l'enquête de satisfaction, de proposer à la personne, au contact, à l'assuré, de laisser un message ou un compliment au conseiller. Et donc, ce message qui va être capté, qui va être écrit, alors soit repris, soit écrit par le contact, va être proposé, envoyé directement dans la boîte mail du conseiller. Donc, on peut imaginer d'autres façons de prévenir ou d'aller jusqu'au conseiller. Ça peut être le manager, ça peut être le conseiller.
C'est vrai que ce qui est le plus direct est le plus intéressant, plus direct et plus instantané et plus intéressant parce que le conseiller a immédiatement une vue sur peut-être l'interaction ou la tâche qu'il a traitée avec le rendu derrière. Donc voilà le mail qui est envoyé derrière, un exemple de mail qui est envoyé derrière au conseiller. Et derrière, on peut proposer des tableaux de bord pour le suivi de ce module Bravo avec les 3 super-héros du mois. Donc on peut s'amuser à faire des petits challenges là-dessus, voir les évolutions, etc. Donc là, on peut derrière piloter les informations au niveau stat. Je crois qu'il y en a un autre derrière. Derrière, en fait, on rentre au cas pratique. Et là, en fait, on a le cas avec la MNT qui a mis en place le module Bravo et qui a justement remporté 2 prix la semaine dernière dans le domaine de la relation client. Et ils se rendent compte, en fait, que 51% des adhérents sont éligibles. 51% des personnes éligibles au module Bravo ont fait un compliment. C'est-à-dire que la moitié des gens qui ont mis une bonne note à un agent vont envoyer en fait une félicitation. Donc c'est quand même un montant assez énorme de gens qui sont là pour remercier les agents pour leur travail. Ensuite, ce qui est intéressant de savoir, c'est que tous les agents ont au moins reçu un bravo. Ce qui veut dire en fait tout simplement que tout le monde se sent félicité. Tout le monde est vraiment dans cette démarche moteur pour avoir une culture client. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que il n'y a pas des gens qui sont mis de côté, il n'y a pas juste un tout petit volume, il y a vraiment une volonté des clients à la fois de remercier pour leur travail les agents, et tous les agents en fait participent à cette dynamique de diffusion de la culture client. Donc là, vous avez l'exemple de messages. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que la MNT a fait vraiment un gros effort de communication sur ce dispositif-là, avec un reporting mensuel qu'ils ont fait. Voilà, par exemple, là, c'était là-dessus. Il y a eu 1673 bravos envoyés, dont telle personne. À la fois, il y a de l'émotion. Ici, il y a de l'humain, il y a de l'expertise, etc. Et vous voyez ici les verbatims des superviseurs. C'est une excellente initiative pour nos conseillers. C'est un métier qui n'est pas toujours simple et le fait de remercier est plutôt gratifiant et met en avant l'utilité du travail. Et ça, c'est un superviseur. Aurélie qui dit: je soutiens à 100% cette initiative, regarde l'impact positif sur mon équipe. Les conseillers sont ravis de recevoir des remerciements qui leur sont destinés personnellement. Pour résumer, c'est encourageant et gratifiant. Je fais part de ma satisfaction, ça c'est le conseiller, auprès de mon manager. Ça m'aide à ressentir un peu plus la satisfaction de nos adhérents, c'est du concret. L'autre qui dit, Lilian, qui dit: j'aime beaucoup l'idée de laisser la parole aux adhérents. C'est motivant de recevoir des retours positifs. Notre travail est jugé utile. Donc, vous voyez, ça valorise à la fois le travail des agents, des superviseurs au niveau de toutes les équipes. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on parlait de relation à 3 entre le client, le superviseur et l'agent, on voit bien en fait que ici, en tant que manager, quasiment 80% des managers exploitent les bravos dans leur management. Et en fait, ici, du point de vue du conseiller, il y a la moitié des conseillers qui utilisent le module Bravo pour justement valoriser leur travail. Donc ça, c'est vraiment intéressant et ça montre bien que à la fois les agents et à la fois les superviseurs utilisent ce module-là pour en fait gérer leurs relations et gérer en fait leur ressenti. Voilà. Et on voit bien après que ici, quasiment 70%, juste que les bravos donnent un sentiment d'utilité. Voilà. Et donc ici, sur la satisfaction, etc., etc. Mais je rajouterais juste 2 choses. Une que j'ai oublié de dire, mais que vous avez peut-être lu, c'est qu'effectivement, tous ces modules Bravo, toutes ces invitations à laisser un message au conseiller, elles sont sous réserve qu'il y ait une bonne note au préalable. Bien sûr, il suffit pas, il ne s'agit pas de tout déverser au conseiller, mais uniquement là où il a bien œuvré, sachant que par ailleurs, il aura certainement un écho de là où ça n'a pas été vis-à-vis des notes de satisfaction. Et puis, la deuxième chose, c'est que dans le verbatim qui va être adressé au conseiller, donc il y a un verbatim potentiellement qui va être lié à l'enquête de satisfaction générale et un autre qui va plutôt diriger vers le conseiller. C'est également une mine d'or pour trouver des bonnes pratiques ou des choses qui se font par une équipe, par un conseiller et qui serait intéressant de généraliser. Ouais, parfait, tout à fait. Alors, on arrive à la conclusion de ce webinaire, on a un petit peu débordé. Donc, ce qu'on voulait vous dire, c'est qu'il existe de nombreuses solutions pour améliorer la qualité perçue dans un centre de contact ou même au niveau de la relation client au global. On a fait un petit focus sur une petite dizaine d'outils que vous pouvez mettre en application assez rapidement dans votre entreprise. Le but, en fait, c'est simplement d'identifier vos priorités selon vos enjeux, vos besoins. Est-ce que c'est travailler sur la culture client? Est-ce que c'est automatiser avec les pics d'appel? Est-ce que c'est digitaliser
digitaliser une partie de la relation client? Est-ce que c'est d'améliorer votre image? Dans cet but, c'est ce but en fait de fidéliser. Nous, bien sûr, on est à votre disposition pour mettre en place ces innovations qui apporteront, j'espère, un maximum d'impact dans votre entreprise. Alors, votre plan d'action, comme vous le disiez, on prépare la rentrée, c'est de dire, bah là, dès maintenant, identifier un petit peu les priorités de la rentrée, quels sont les axes d'amélioration, les points noirs, partager avec les opérationnels. On dit vraiment, hein, ce sont les agents qui sont au contact direct des clients et c'est avec eux en fait que vous allez pouvoir identifier les problèmes, leurs besoins, est-ce qu'il y a des cas d'usage particuliers. Et bien sûr, suite à cela, nous on est à votre disposition pour présenter en fait ces différentes innovations, ces différents outils et partager des bonnes pratiques, des retours d'expérience par rapport à ce que l'on voit nous sur le marché. D'ici 3 mois, donc juste après l'été, lancez en septembre un premier pilote. On est vraiment à votre disposition. Il y a certaines innovations qui se mettent en place vraiment très rapidement. Il suffit de quelques jours, quelques semaines pour mettre en place des projets. Alors, pour des produits comme le Callbot, on parle plutôt de mois que de semaines. Mais voilà, on est capable vraiment de vous aider, de vous accompagner pour lancer des pilotes sur un périmètre plutôt limité. Ensuite, vous pourrez faire un bilan et après, bien sûr, de déployer de manière industrielle ces nouvelles solutions à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Et après, bien entendu, hein, on est dans un processus d'amélioration continue, donc l'objectif, c'est de continuer. Donc, si vous souhaitez vraiment aller plus loin, avoir un aperçu, une démonstration, échanger sur certains outils, on est véritablement à votre disposition. Je pense qu'il faut encore profiter de ce mois de juillet qui n'est pas fini pour préparer la rentrée et pouvoir se dire qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour améliorer cette fameuse qualité perçue au centre de contact. Donc, merci à tous et rendez-vous très bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.